En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste Thomas Misraki et l'avocat et essayiste Erwan Le Moredek. Thomas Misraki est l'auteur du livre Le Dernier Soir, dans lequel il explique comment il a accompagné une amie de 77 ans jusqu'à son suicide et se confie sur son propre souhait d'avoir recours à l'euthanasie. Dans une tribune publiée dans le Figaro, Erwan Le Moredek a réagi vigoureusement, accusant le journaliste de promouvoir le suicide des personnes âgées et d'ouvrir la porte à une nouvelle forme d'eugénisme. Le suicide assisté ou l'euthanasie représente-t-il l'ultime liberté? Un pays démocratique qui a aboli la peine de mort peut-il sacraliser un tel droit? Quels sont les risques de légiférer sur un tel sujet? Que faire pour les personnes dont on ne peut pas soulager les souffrances et qui sont incurables? Faire sauter l'interdit de tuer, est-ce faire sauter le dernier repère? Tout de suite, les réponses de Thomas Misraki et Erwan Le Moredek en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Thomas Misraki et Erwan Le Moredek, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir dans cette émission pour débattre pendant 1 heure sur le thème de l'euthanasie. Thomas Misraki, vous avez sorti ce livre qui est un récit, Le Dernier Soir. Vous vous défendez de toute intention militante, mais dans le contexte actuel, c'est quand même, ça peut s'assimiler à une forme de prise de position. En tous les cas, c'est un livre dans lequel vous racontez que vous avez accompagné une amie de 77 ans dans la mort alors qu'elle était en bonne santé. Cette amie, vous l'appelez Sylvie dans le livre, mais on sait que c'est Jacqueline Jekyll qui était vice-présidente de l'association du droit de mourir dans la dignité. Vous-même, vous expliquez que vous souhaitez mourir à 75 ans. Est-ce que c'est pas un peu jeune, Thomas Misraki, et comment vous avez vécu, je dirais, alors vous n'allez pas nous résumer tout le livre, mais est-ce que ça a été à un moment donné un choix de conscience de l'accompagner ou pas? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est de la non-assistance finalement à personne en danger? C'est évidemment un choix de conscience de laisser quelqu'un mourir, de laisser quelqu'un aller au bout de ses convictions. Je l'ai fait parce que c'était une amie, parce qu'elle me l'avait demandé. Initialement, il faut bien savoir que elle devait procéder à ce suicide assisté tel qu'il était prévu en Suisse. Tout était organisé pour cela, et que le jour où elle a décidé de le faire, finalement, elle s'est dit qu'elle voulait mourir chez elle, avec ses meubles, avec ses photos, avec ses bibelots, et donc je l'ai appelée par hasard ce soir-là. Et quand je lui ai téléphoné, elle m'a dit « Écoute, c'est ce soir, est-ce que tu viens ?» Je lui ai demandé où elle était, elle m'a dit « Je suis chez moi, à Paris ». J'ai compris évidemment ce que ça voulait dire d'aller chez elle ce soir-là, mais j'y suis allé quand même parce que je lui avais promis, parce que j'aimais cette femme, parce que c'était important pour moi de tenir parole. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Donc évidemment qu'on se pose toutes ces questions. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je la laisse faire? Qu'est-ce que ça change finalement que je la laisse faire ou pas? Elle avait repoussé sa décision à plusieurs reprises. À cause de la Covid, à cause de la naissance d'un petit-fils. Ce soir-là, moi, je n'étais pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout. J'y suis allé, j'ai compris qu'elle allait aller jusqu'au bout en cours de soirée, quand elle a commencé ce qu'on peut appeler le processus de mort. Avant, j'avais toujours un petit doute, évidemment. Voilà, je savais que c'était son choix, je savais que c'était sa conviction. Pour répondre à votre deuxième question, c'est une conviction que je partage pour moi-même. Pour répondre à votre deuxième question, oui, 75 ans, c'est jeune. On me dit souvent, mais peut-être que tu seras en forme à cet âge-là. Tout à fait, il y a des gens en pleine forme. Il y en a beaucoup, et tant mieux. Et quand bien même, vous pouvez être en mauvaise forme et avoir envie de vivre. Aussi, bien sûr. Mais encore une fois, alors d'abord que les choses soient très claires, moi je ne fais aucun prosélytisme. Je raconte une histoire exceptionnelle qui m'est arrivée. Cette histoire, j'ai mis 2 ans à l'écrire pour ne pas l'oublier, et puis par plusieurs hasards, il se trouve que c'est devenu un livre. Mais je ne veux forcer personne, convaincre personne de faire ce choix-là. La mort doit être un choix. La façon de mourir doit être un choix intime. Ça doit être le choix de chacun. Moi, je n'essaie pas de provoquer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment très important. C'était le choix de celle que j'appelle Sylvie, c'est le mien. Pourquoi 75 ans? Parce que j'espère à cet âge-là être en pleine capacité en pleine possession de mes moyens, en capacité de décider. Et vous savez, quand
quand vous commencez à perdre le contrôle sur ce que vous êtes, de qui vous êtes, vous avez peur. Parce qu'évidemment, personne n'a envie de mourir. La mort fait peur à tout le monde. Et quand vous avez peur, eh bien souvent vous renoncez. Et moi, c'est une croyance que j'ai depuis très longtemps. Voilà, je préfère partir un tout petit peu plus tôt que de ne plus avoir la maîtrise de mon destin à ce moment-là de ma vie. Vous parlez de peur, il y a la peur de mourir, mais il y a aussi la peur très répandue dans nos sociétés de mourir dans la souffrance ou dans de mauvaises conditions. Est-ce que finalement votre choix n'est pas un choix dicté par cette peur-là ? Bien sûr, mais alors vous pouvez appeler ça de la lâcheté, certains vont considérer que c'est du courage de partir avant, mais moi je ne veux pas avoir à subir tout ce que la vieillesse provoque. Je ne parle pas évidemment de cette vieillesse heureuse que la plupart des gens ont, mais de ces derniers mois, de ces dernières années où parfois vous vous retrouvez soit abandonné, soit dans un EHPAD, soit voilà. Mais ça encore une fois, c'est un choix personnel. Je sais que tout à fait, c'est un choix personnel, que moi, et ça n'engageait que celle que j'appelle Sylvie dans le livre. Oui, sauf qu'elle a impliqué d'une certaine manière un tiers, et je suppose que vous êtes pour une forme de suicide assisté. Est-ce qu'un choix aussi intime doit impliquer une tierce personne ou l'approbation de l'État ? Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui s'est passé et ce que je raconte dans ce livre n'a rien à voir avec ce que je souhaiterais qu'on ait en France comme dans de nombreux autres pays en Europe, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une loi sur la fin de vie. Voilà. La fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Une loi sur la fin de vie, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'on aide les gens qui sont dans une situation de mort, enfin comment dirais-je, dans une situation où ils ne peuvent plus se soigner, où ils sont atteints par une maladie irréversible et incurable, voilà, où ils savent qu'ils vont mourir et que cette mort va être longue et douloureuse. Donc j'aimerais qu'en France, comme c'est le cas aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays, on ait la possibilité pour ces gens-là, malades, qui n'ont pas d'autre choix, en tout cas médicalement, que d'aller vers la mort. Qu'on les aide, qu'ils évitent les souffrances, leurs souffrances, les souffrances de leur famille également. Ça, c'est ce que j'aimerais voir en France dans les prochains mois, les prochaines années. Ça, c'est une chose. Ce qui se passe dans ce livre, ça va évidemment au-delà de ça. C'est un choix qui n'entre pas dans le cadre de la loi que j'aimerais voir en France. Voilà, donc il faut bien différencier les deux, ce ne sont pas les mêmes choses. Erwan Le Moredec, vous allez pouvoir répondre en profondeur, notamment aussi sur la question de la loi. Est-ce que vous souhaitez ou pas une loi ? Mais je voulais d'abord vous présenter. Vous êtes avocat, essayiste. Vous avez fait paraître l'année dernière ce livre, Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière. Mais vous, personnellement, est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge, la fin de la vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur aussi? Vous avez peur de vieillir dans de mauvaises conditions ou de souffrir de la maladie? Bien évidemment. C'est quelque chose dont on a probablement un peu tous peur. Ce que l'on a entendu ces derniers temps, ne serait-ce qu'avec le scandale sur Orpea, n'est pas de nature à nous rassurer. Donc, et la dégradation et la mort me font peur, c'est clair. Après, c'est un sujet. Je suis bénévole en soins palliatifs, donc je vais toutes les semaines auprès de personnes qui affrontent la mort prochaine, et ça me permet quand même d'avoir une petite connaissance de ce que les uns et les autres peuvent ressentir à ce moment-là et de ce que l'on est capable de faire pour elles. Merci Erwan Le Moredec, merci Thomas Misraki. Erwan Le Moredec, je vous redonne la parole après une courte pause sur Sud Radio. On poursuit ce débat sur l'euthanasie. En toute vérité, c'est tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Thomas Misraki, auteur du livre Le Dernier Soir, dans lequel il explique comment il a accompagné une amie de 77 ans jusqu'à son suicide, et avec Erwan Le Moredec, avocat et essayiste, auteur de Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière. C'est aux éditions du Cerf, c'est paru il y a un an, mais toujours disponible dans les bonnes librairies.
librairie, Erwan Le Moredec, avant la coupure pub, vous nous expliquiez que vous aviez une expérience de la mort, puisque vous accompagnez les gens en soins palliatifs. Est-ce que ça vous a peut-être fait vaciller certaines de vos certitudes sur la fin de vie? Est-ce que ça vous a rassuré aussi personnellement sur la manière dont vous alliez aborder cette épreuve ou cette expérience de la vie, cette ultime expérience de la vie? Disons que ça a illustré beaucoup de ce que je pensais. Ça m'a confronté aussi à des cas limites. On parle souvent des cas limites. Moi, j'ai été confronté à des demandes claires de mourir, fermes. Évidemment, un certain nombre de demandes qui disparaissent par la prise en charge des soins palliatifs. C'est plus de 99% des demandes d'euthanasie qui disparaissent quand on est bien pris en charge en soins palliatifs. Maintenant, il y en a qui restent, qui demeurent. J'ai été amené à passer 45 minutes dans la chambre d'une femme qui demandait l'euthanasie, qui était en colère qu'on ne puisse pas la pratiquer en France, que en tant que bénévole, évidemment, il est hors de question de débattre. Je suis là pour écouter les gens, pas pour leur répondre. Mais j'essayais d'orienter un peu la discussion vers ce qui pourrait tendre vers la vie. Je voyais que tout était bloqué. Mais vous voyez, il s'est trouvé que cette personne, elle a demandé une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui n'était pas possible parce qu'elle ne remplissait pas les critères. Ensuite, elle a demandé un arrêt de traitement. L'arrêt de traitement, c'était donc une personne qui avait une pathologie pulmonaire. On a arrêté les traitements médicamenteux, on a arrêté l'alimentation en oxygène. Elle a eu un léger mieux pendant 24 heures, puis elle est décédée au bout de 48 heures, supervisée par les médecins. Donc, ce que vous nous dites, c'est que d'une certaine manière, il y a une zone grise où on pratique déjà un certain nombre de choses pour soulager les souffrances du patient. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas noir ou blanc. Aujourd'hui, effectivement, d'abord, soyons clairs, quand je suis allé en soins palliatifs, j'y suis allé avec un certain nombre d'angoisses et de peurs. Une peur qui était d'entendre des gens hurler de douleur. Ça n'est jamais le cas. Il y a bien des gens qui souffrent. Faut pas se leurrer, c'est pas rose. Hein. La fin de vie, il peut rester une forme de douleur, mais elle est dans la quasi-totalité des cas stabilisée à un niveau qui permet de concevoir ces derniers temps comme encore une forme de vie, si je puis dire, parce que quand on est que de la douleur, ou quand on est plongé dans l'inconscience, c'est différent. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà en mesure de faire un certain nombre de choses. Tout patient a le droit de demander l'arrêt d'un traitement qui le maintient en vie. Et cette demande doit être satisfaite. Donc, pour un grand nombre de pathologies, la réalité, c'est que si l'on souhaite partir vite, on peut le demander. Et lorsque l'on a une souffrance réfractaire, il y a donc ce que l'on appelle la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est, pour simplifier, une forme d'anesthésie générale qui fait que, effectivement, vous dormez le temps que la mort naturelle fasse son effet. On va rentrer dans la question de la loi et aussi sur votre tribune, puisque vous avez réagi assez vigoureusement au livre de Thomas Misraki, ou en tout cas à ses interventions médiatiques. Mais vous parlez effectivement de cas de maladies graves. Il y a aussi le cas des maladies dégénératives qui engendrent non seulement des souffrances physiques, mais je suppose des souffrances également morales, psychologiques. Je pense par exemple à la maladie de Charcot, où on est enfermé à l'intérieur de soi-même et on n'a même plus la possibilité de se suicider. Donc du coup, pour le coup, le suicide assisté pourrait être une solution. Est-ce que vous croyez que les soins palliatifs répondent à ce type de cas aujourd'hui ? Alors déjà, je vous dirais que la maladie de Charcot, on en fait une espèce d'étendard, même en Belgique où on pratique l'euthanasie, c'est extrêmement minoritaire dans les demandes d'euthanasie. C'est-à-dire qu'on agite toujours la maladie de Charcot, en plus en faisant peur, ce qui me hérisse parce que je trouve que c'est une instrumentalisation des malades. Mais 70% des euthanasies en Belgique sont réalisées sur des personnes âgées de plus de 70 ans. Donc la réalité de l'euthanasie, c'est plutôt l'euthanasie des personnes âgées.
plus que des malades. Et la principale cause, c'est le cancer. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez en France, effectivement, des malades de la maladie de Charcot. Il y en a dans l'unité de soins palliatifs où je suis. Déjà, il faut quand même bien dire que la très grande majorité ne demande pas l'euthanasie. Et puis ensuite, parmi ceux qui souhaitent partir plus tôt, et le fait est, comme je vous le disais, que c'est typiquement une pathologie pour laquelle vous pouvez demander l'arrêt de traitement qui vous maintienne en vie. C'est-à-dire que quand la maladie de Charcot progresse, vous allez être nourri éventuellement par une gastrostomie, vous allez éventuellement avoir une trachéotomie, vous allez éventuellement aussi avoir une ventilation non invasive pour laquelle, si on l'interrompt, la mort intervient quasi immédiatement. Donc, le fait est que tout ça, en plus, ça n'est pas fait. On n'est pas des barbares. Je veux dire que si on arrête un traitement de ce genre, on continue les soins palliatifs, on continue les soins, on fait en sorte que ça ne génère pas de douleur. Et donc, vous avez un certain nombre de stades dans l'évolution de la maladie, à partir desquels vous pouvez dire stop. Et typiquement, il y avait dans mon service une patiente atteinte de la maladie de Charcot. Cette femme était autonome, elle avait elle avait perdu l'usage de la parole. Pour le reste, elle était sur ses pieds, elle était même en mesure d'aider à se lever une amie qui était venue la visiter. Et puis, elle avait en revanche décidé de mourir. Et donc, ça a été très compliqué. Je ne vais pas dire que c'est simple, parce que d'un point de vue éthique et d'un point de vue médical, c'était dur pour l'équipe. Mais ce qui s'est produit, mais c'est vraiment un cas très limite, ça peut pas être un exemple, mais ce qui s'est produit, c'est que elle a d'abord souhaité l'arrêt de l'alimentation, et ensuite, comme elle avait une autre pathologie dont les symptômes étaient aggravés par l'arrêt de l'alimentation, a été pratiquée une sédation profonde et continue. Et donc cette personne qui aurait pu vivre encore des mois, des années, je ne sais pas, mais qui aurait encore pu vivre longtemps, a demandé à mourir. Son choix a été respecté, pas exactement dans les termes qu'elle voulait, parce qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Il y a une équipe médicale à protéger aussi. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'effectivement, l'alternative, c'est entre mourir dans d'atroces souffrances que rien ne permet d'alléger, ou l'euthanasie. On est très 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 loin de ça. Et ce qui m'horripile dans ce débat, c'est qu'on perd un temps incroyable à discuter de l'euthanasie, alors que les soins palliatifs, leur développement et leur généralisation sur tout le territoire, ça fait 25 ans que ça aurait dû être réalisé et qu'on le fait toujours pas. Thomas Misraki, qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez, vous pour le coup, pour une loi au moins pour soulager les souffrances les plus intenses, mais si on écoute Erwan Le Moredec qui a l'expérience des soins palliatifs, d'une part la plupart des souffrances peuvent être soulagées et d'autre part il y a déjà des zones grises qui permettent la sédation profonde, qui permettent une manière, si vous voulez, d'abréger ces souffrances quand les patients le souhaitent vraiment. Donc du coup, est-ce que cette loi sur l'euthanasie est réellement utile? Alors on parle de deux choses complètement différentes. D'abord, cette loi qui existe en France, vous avez raison de le mentionner, loi Leonetti de 2005, je crois, elle aide évidemment ceux qui sont en fin de parcours. Ça, c'est important. Et c'est utile. Le problème, il y en a deux avec cette loi, dans le cadre du débat sur la fin de vie. Le premier problème, c'est que vous le savez mieux que personne, probablement. Alors, je ne sais pas comment les choses fonctionnent dans votre service, mais de manière générale, tous les hôpitaux ou tous les centres de soins palliatifs ne sont pas équipés comme il le faudrait. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut faire plus en la matière. Il faut renforcer l'application de cette loi, donner aux soignants et à tous ceux qui s'occupent de ces personnes-là plus de moyens pour que les choses se passent dans les meilleures situations et conditions possibles. Entièrement d'accord avec vous. Le second problème, c'est que là, de quoi parle-t-on ? On parle des derniers instants, c'est-à-dire des dernières semaines, des derniers jours, des dernières heures, où l'on soulage les gens. Ce que l'on oublie, c'est que avant d'arriver là, il y a parfois des années de souffrance. Et la loi sur la fin de vie répond à cette problématique-là, aux années de souffrance. Alors, évidemment, développer les soins palliatifs, c'est une bonne chose. S'occuper mieux de nos vieux, c'est une bonne chose. Pour tous ceux qui font le choix
de vivre, et c'est un choix digne, c'est un choix magnifique. Mais pour tous les autres, les quelques autres, j'ai envie de dire, ceux qui ne supportent plus de vivre dans la condition ou dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Vous parliez de la personne atteinte de la maladie de Charcot tout à l'heure. Oui, vous dites elle aurait pu vivre des mois en plus. Mais pourquoi ? Dans quelles conditions ? Comment ? C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Quand on est malade, et vous le savez mieux que personne, quand on est malade et qu'on vit dans ces conditions-là, c'est souvent très difficile pour la personne, très difficile pour l'entourage, très difficile pour les soignants, admirables qui entourent ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'un texte sur la fin de vie est nécessaire. Juste une petite chose, pour vous dire que dans les pays où ces textes ont été adoptés, instaurés, on a maintenant près de 25 ans d'expérience. Pour les Pays-Bas, je crois que c'était le premier pays à adopter un texte sur la fin de vie, sur l'euthanasie en 2001. Il n'y a pas eu d'explosion de suicide, il n'y a pas eu de changement dans la démographie, il n'y a pas eu des familles qui se débarrassaient des plus faibles. Ça n'est pas arrivé. On a cette expérience-là aujourd'hui. Il y a Ce sur quoi je suis en total désaccord. Il y a peu de chances qu'en France aujourd'hui, si une loi était adoptée, on ait une situation différente. Merci Thomas Misraki, merci Erwan Le Moradec. Erwan Le Moradec pourra répondre notamment sur l'expérience qu'on a dans les pays où l'euthanasie est pratiquée. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite en toute vérité avec Erwan Le Moradec et Thomas Misraki. Merci, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Thomas Misraki, auteur du livre Le Dernier Soir, dans lequel il explique comment il a accompagné une amie de 77 ans jusqu'à son suicide et se confie sur son propre souhait d'avoir recours à l'euthanasie. Pour débattre justement de l'euthanasie, en face de lui, Erwan Le Moradec, auteur de Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière. Avant la pause, Thomas Misraki expliquait que on avait une expérience européenne finalement de l'euthanasie dans des pays comme la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, que selon lui ça n'avait pas modifié finalement le rapport à la mort, qu'on n'avait pas eu d'explosion des suicides. Je vous ai vu sauter d'une certaine manière sur voir en tout cas réagir Erwan Le Moradec. Vous partagez pas vous cette analyse. Je vois que vous êtes venu avec un document. Alors c'est filmé, mais pour ceux qui nous écoutent, ça, simplement peut-être décrivez-nous ce qu'il y a sur ce document. Oui, c'est un graphique qui est issu du dernier rapport de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie belge. Commission qui n'est pas suspecte de partialité en ma faveur, puisqu'elle est exclusivement composée de partisans de l'euthanasie, voire de militants de l'euthanasie. On a l'évolution du nombre d'euthanasies déclarées. On sait que c'est pas le nombre d'euthanasies totales. On était à 259 en 2003, on est à 2700 en 2021. Donc le nombre d'euthanasies en Belgique a été multiplié par 10 en 20 ans. Donc on peut pas me dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Il y a aussi un sociologue ou directeur d'un centre de bioéthique qui a fait paraître 2 études dans le Journal of Ethics in Mental Health, qui est de David Albert Jones, qui a notamment fait une étude entre 2 États voisins d'Australie, l'État de Victoria et les Nouvelles-Galles du Sud. Le Victoria ayant légalisé le suicide assisté et pas l'autre. Et on voit très clairement qu'il y a une explosion du nombre de suicides, suicides assistés et suicides non assistés. Et en particulier des personnes âgées. Quand on regarde l'évolution, évidemment on est à la radio, je le sais, mais quand on regarde l'évolution de ces 4 dernières années, filmée, hein, c'est une radio filmée. C'est-à-dire que ça c'est l'évolution. Ouais. Pour ceux qui ne nous regardent pas mais qui nous écoutent simplement, on voit effectivement une courbe remontée très très nettement, presque à la verticale. Et en bleu, c'est l'état d'à côté. Donc même démographie, même culture, etc. Alors, réponse de Thomas Misraki. C'est très intéressant ces courbes et vous avez entièrement raison. Je suis ravi de l'entendre. Donc pour la deuxième courbe que vous montrez, c'est pour ça qu'il faut une loi, pour encadrer le phénomène. Parce que comme vous le dites, attendez, laissez-moi juste terminer rapidement et je vais le faire très vite. Sans loi, ces choses se déroulent de toutes les manières. Donc il vaut mieux que ça se déroule
de manière contrôlée, vérifiée, avec des panels d'experts, des comités de soignants, de médecins, de psychiatres, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Pour les chiffres en Belgique, il y a 3 explications très simples. On part à 0, d'accord ? Donc, la loi entre en vigueur, elle entre dans la société. Donc au début, personne n'est au courant, puis les gens se saisissent de cette loi pour pouvoir en profiter. C'est la première explication de la progression. Les 2 autres explications de la progression sont assez simples. D'abord, il y a eu, ça ne vous a pas échappé, la crise de la Covid qui a provoqué... Non, mais c'est des explications de ces chiffres. La crise de la Covid qui a provoqué une augmentation du nombre de maladies et donc de suicides, et tout simplement aussi, ça ne vous a pas échappé, la population européenne et la population belge en l'occurrence, est une population vieillissante. Donc, proportionnellement parlant, effectivement, les chiffres progressent. Avant, ça n'existait pas, donc il n'y en avait pas. Après, ça existe, les gens s'en saisissent, pratiquent. Donc, voilà comment on explique ces chiffres. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune explosion, que ce soit en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne ou ailleurs, de ce type de pratique. Une fois que la loi est installée et rentre dans la population. Alors, il y a des vieillissements de population, donc il y a de plus en plus de vieux, donc de plus en plus de personnes âgées qui font ce choix. Mais c'est comme ça que s'expliquent ces chiffres. Il n'y a pas de changement démographique. Il n'y a pas de gens qui se suicident et qui seraient restés en vie, en bonne santé, si ces lois n'avaient pas existé. Je vais vous dire, j'ai dirigé un livre il y a quelques années avec un médecin belge qui s'appelle Yves Delocte, qui est un monsieur remarquable, catholique, pratiquant, et qui s'est mis à l'euthanasie très tard parce qu'il avait ses convictions religieuses. Il a commencé, je crois, sa première euthanasie à 65 ans. C'était un prêtre, pour la petite histoire. Yves Delocte, 90% de sa clientèle, elle est française. Donc il ne faut pas croire qu'en France aujourd'hui, les gens, ne se déplacent pas. Ceux qui désirent bénéficier de ce processus-là, encore une fois, c'est un choix en plus. On n'enlève rien à personne. Ceux qui veulent continuer à vivre et à mourir de la façon dont ils vivent et meurent aujourd'hui, personne ne les oblige à avoir recours à ce texte possible sur la fin de vie. Thomas Misraki, moi je n'ai pas de présupposés religieux sur cette question. Je ne suis pas dans l'absolu d'une... Tu ne tueras pas, mais peut-être ce qui m'effraie finalement dans si je peux parler de mon cas personnel, dans la manière dont est posé le débat et dans les cas qu'on voit, c'est tout de même, il n'y a peut-être pas d'explosion démographique, mais on voit des gens en parfaite santé, vous l'avez dit, demander, et c'est d'ailleurs, vous partez de ce cas-là, dans votre livre, demander l'assistance de l'État pour un suicide ou des gens qui sont dépressifs. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le dans le cas d'une loi qui soulage des extrêmes souffrances, on est dans le cas d'une loi qui finalement assiste, d'ailleurs on parle de suicide assisté, assiste dans le suicide des personnes. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État et d'une société de légiférer là-dessus ? C'est une très bonne question parce que on pense souvent à tort que parce qu'on est dépressif, on va pouvoir bénéficier d'un suicide assisté. Ça se passe pas du tout comme ça. On va voir un médecin, il y a des comités d'experts, il y a des psychiatres, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc il y a tout un processus qui se met en place quand on demande à bénéficier d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans tous les pays qui ont instauré ces lois-là. Donc ce n'est pas si simple. Et les cas qui sont pris en compte et les gens qui sont autorisés à en bénéficier sont des gens aujourd'hui, et c'est ce que je souhaite pour la France, soyons bien clairs là-dessus, qui ont été reconnus comme ayant des maladies irréversibles et incurables. On soulage la douleur, on évite à ces personnes des semaines, des mois, parfois des années de souffrance. Voilà, ça c'est la première chose. Dans le cas du livre, vous avez raison, celle que j'appelle Sylvie a décidé d'outrepasser le cadre de ces textes-là et de se saisir elle-même de cette question pour elle-même. Alors elle n'était pas malade, elle avait ce qu'elle disait, elle, être des polypathologies liées à la vieillesse, c'est-à-dire des trous de mémoire, des mains qui tremblent, des douleurs récurrentes. Elle avait perdu un peu l'appétit de la vie et elle ne voulait pas se voir dégradée. Ça, c'est son choix. C'est le mien aussi en l'occurrence, mais ce n'est pas un choix de société. Il faut bien que les choses soient claires. La loi que je souhaiterais voir arriver en France, ce n'est pas « je suis déprimé, je me suicide ». Non, ça marche pas comme ça. Oui, mais est-ce que mécaniquement, ça crée pas des dérives ? Parce que Thomas Misraki m'a dit non, mais j'ai vu, moi, des reportages où ça semblait être le cas. J'ai le souvenir d'un prisonnier en Belgique pour pédophilie qui demandait à ce que l'État, finalement, le suicide. Donc, où est la vérité ? Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Est-ce que vous avez des exemples précis
précis ou pas qui viendrait contredire ce qu'il a été dit? Le plus simple, c'est un gériatre hollandais qui a fait cette réponse dans une émission à laquelle je participais, qui est l'émission 28 sur Arte, donc ça peut se retrouver. Le gériatre s'appelle Bert Kaiser, ça fait 14 ans qu'il fait des euthanasies. Le journaliste lui demande, lui dit, les opposants au projet disent qu'il y a une pente glissante, qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que pour vous on est sur une pente glissante? Et il répond, il y a 3 fois oui, on est sur une pente glissante. Au début, personne n'aurait pensé demander l'euthanasie. Puis on a accordé l'euthanasie aux personnes qui souffraient de maladies incurables. Et puis maintenant, on accorde l'euthanasie à des personnes qui ont des souffrances exclusivement psychologiques. Donc oui, on va toujours rajouter des nouvelles catégories et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est pas un opposant à l'euthanasie qui le dit, c'est un partisan et un praticien qui le fait. En Belgique, vous avez eu le cas notamment de Chanty de Korte, belge de 23 ans, qui était dépressif depuis de nombreuses années, certes, qui avait été victime des attentats de Bruxelles, qui a demandé et obtenu l'euthanasie. Vous avez eu le cas de Joke Mariman, une femme qui était en fauteuil roulant et qui explique qu'elle n'a plus les moyens financiers de vivre comme elle doit vivre, comme elle voulait vivre, et qui a reçu l'euthanasie, alors qu'on sait très bien que c'est pour une question de moyens. Au Canada, il y a eu sur ces bases-là, il y a eu notamment, j'ai eu accès à des vidéos de formation de l'association des praticiens de l'euthanasie. Vous avez une femme qui rapporte le cas d'une personne du nom de Mary, et elle dit clairement, Mary était très claire, elle ne voulait pas mourir, elle voulait vivre, mais elle souffrait terriblement et elle avait explosé tous ses plafonds bancaires. Et elle dit ensuite, sur la diapo de formation, elle dit, Mary identifie la pauvreté comme le moteur de sa demande. Donc oui, bien sûr qu'il y a des dérives, et il n'y a pas un pays qui ait institué l'euthanasie qui n'ait pas fait sauter petit à petit toutes les limites qu'il avait posées. Donc c'est une évidence, et on se retrouve en plus dans une situation où clairement la question financière se pose tout à fait pour les personnes. C'est simplement l'accès aux soins. Et ce qui est sidérant au Canada, parce que ça c'était une autre vidéo de cette association de formation, c'est que il y avait un des formateurs qui disait, je pensais que la loi sur l'euthanasie serait un magnifique levier pour faire réformer le régime social. La réalité, c'est que ce n'est pas en faisant disparaître les personnes qu'on fait pression sur les gouvernements pour que l'hôpital public soit à la hauteur de nos demandes, pour que le système social soit à la hauteur de nos demandes. Tout ça sont des vrais risques qui se sont concrétisés. Merci Erwan Le Moredec, merci Thomas Misraki. On fait une courte pause et ensuite on aborde la dernière partie de l'émission. J'ai vu que Thomas Misraki voulait réagir à vos propos, Erwan Le Moredec, donc je lui laisserai la parole après la pause en toute vérité sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Erwan Le Moredec, auteur de Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière, qui s'oppose à une future loi peut-être sur l'euthanasie. On sait que Emmanuel Macron et sa majorité y réfléchissent. C'est Thomas Misraki, auteur du livre Le Dernier Soir, dans lequel il explique comment il a accompagné une amie de 77 ans jusqu'à son suicide, se confie sur son propre souhait d'avoir recours à l'euthanasie. Il nous a expliqué que il était favorable à une loi sur l'euthanasie, mais dans des circonstances très très encadrées, que le cas qu'il décrivait dans le livre était un cas exceptionnel et qui voulait pas qui outrepasserait ce qui serait probablement dans une future loi sur l'euthanasie. Erwan Le Moredec expliquait que tous les pays qui avaient essayé d'encadrer l'euthanasie avaient finalement été au-delà des limites qu'ils s'étaient imposées, et qu'il y avait quand même un risque finalement dans une société aussi où il y a des problèmes budgétaires de plus en plus libérales, finalement d'élimination des plus fragiles. C'est ce que j'ai compris des propos d'Erwan Le Moredec. Vous vouliez réagir, je suppose que vous partagez pas ce constat. Est-ce que c'est que vous vous posez quand même la question avant de militer pour le coup pour une telle loi? En toute honnêteté intellectuelle, dire qu'il y a des dérives, c'est vrai. C'est vrai, je mentirais si ce n'était pas le cas. Si
il y a eu des excès dans tous les pays, je ne sais pas, mais dans certains pays, ça c'est une certitude. Mais une somme d'exemples ne fait pas une généralité. C'est comme si vous me disiez, y a des gens qui brûlent des feux rouges, donc faut faire quelque chose, faut supprimer les feux rouges, ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Là, l'histoire de cette loi, c'est de permettre à ceux qui le veulent et qui veulent le faire dans le cadre d'une loi qui soit une loi stricte, une loi pensée, une loi débattue, une loi faite pour protéger, encore une fois, ceux qui demandent à bénéficier de la fin de vie, leurs familles et les soignants. Que ces gens-là puissent en bénéficier. Il faudra, et vous avez raison là-dessus, si cette loi venait à être adoptée en France, qu'il y ait des garde-fous, il faudra faire attention. Mais une loi, toutes les lois, malheureusement, souvent sont, comment dirais-je, abusées. Donc ce sera peut-être et malheureusement le cas de cette loi-là aussi. Mais c'est pas parce qu'il y a des abus qu'on doit renoncer à cette loi. Il faut accompagner les gens qui procèdent d'ores et déjà à ces choses-là en France. Vous savez, ça me fait penser, et je ne veux pas mélanger les deux, attention, ça n'a rien à voir, mais un peu au débat sur l'IVG. On disait, il faut réglementer l'IVG, etc. Oui, non, non, il faut pas. Bon, la vérité, c'est que les femmes allaient se faire avorter ailleurs. Voilà, donc il a fallu réglementer. Ça n'a pas réglé tous les problèmes. Ceux qui sont contre l'IVG sont toujours contre l'IVG, etc., etc. Mais il a fallu réglementer tout cela. Et c'est pour ça que cette loi est nécessaire. Pour qu'il y ait une réglementation de quelque chose qui, de fait, existe déjà. Moi, je vais vous dire une chose qui m'a vraiment surpris. C'est que depuis que ce livre est sorti, j'ai reçu des dizaines de témoignages de gens qui me disent vous savez quoi, moi j'ai aidé papa, j'ai aidé maman, j'ai aidé mon oncle, ma tante, mon frère, ma sœur, etc., etc. Des gens de tout âge, tous milieux sociaux, de toute classe, pas forcément pour un texte de loi d'ailleurs. Beaucoup de débats dans les lettres que je reçois, beaucoup de personnes âgées, c'est vrai. Mais qui se posent ces questions tout à fait légitimement parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à se poser ces questions-là. Justement sur les personnes âgées, parce que on n'a pas parlé de la tribune d'Erwan Le Moredec en réaction à votre livre et vos propos, et vous attaquez précisément là-dessus. Il allait même assez loin puisque il expliquait que c'était une porte ouverte à l'eugénisme. Est-ce que quand on légifère là-dessus, et vous dites vous-même, moi quand je serai inutile à la société, c'est pas une question d'inutilité. Ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que vous utilisez tout de même le mot, mais est-ce que ça ne va pas justement induire une pression sociale à tous ceux surtout ceux qui pourraient se sentir inutiles? Vous êtes âgé, vous êtes à la charge de vos enfants, vous êtes handicapé, vous vous dites autant peut-être en finir. Donc est-ce que là il n'y a pas un véritable risque? Erwan Le Moredec le dit, mais j'ai été retrouver des propos de Robert Badinter qui était qui était effectivement contre l'euthanasie et qui disait exactement cela: au nom d'une autonomie prétendue mais non vérifiable, cela pourra aussi servir des pratiques eugéniques d'élimination de personnes qui coûtent cher et ne rapportent rien. Alors je rappelle quand même ce que c'est l'eugénisme: théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. On en est très très loin quand même. Attention aux mots. C'est ce que vous vouliez. Non, mais voilà, que les choses soient bien claires. Mais je dis juste que la pression sociale peut conduire des gens à se supprimer parce qu'ils auraient le sentiment d'être inutiles à la société. Alors la pression sociale peut conduire beaucoup de gens à faire beaucoup de choses, y compris des choses stupides. Moi, j'ai cette faiblesse-là, c'est de penser que les gens ont un cerveau et comprennent quelle est la valeur de leur vie, ont le choix, ont l'intelligence de savoir ce qu'ils veulent faire avec. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encadrer ce type de loi, ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer le suicide. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La vie, il n'y a rien de plus cher, rien de plus beau. Maintenant, j'ai la faiblesse de penser que chacun doit pouvoir avoir le droit, selon certaines conditions fixées par la loi, parce que l'État est là aussi pour ça, pour nous protéger parfois de nous-mêmes, d'accéder à cette possibilité. C'est un choix qu'on offre, on n'enlève rien à personne. Et quand je dis on, ce n'est pas moi je n'ai pas participé à la Convention citoyenne, je ne suis pas militant à la DMD, je suis adhérent mais pas militant, et
Ah non, Et je vois pas trop la différence. c'est la différence entre aller voter pour un parti et coller des affiches, c'est la même chose. Moi, je paye une cotisation tous les ans. Je suis jamais allé dans une réunion où je ne fais pas de prosélytisme. En tout cas, Thomas Misraki est transparent. Voilà la différence. Est transparent et c'est une bonne chose. Erwan Le Moradec, est-ce que vous sous-estimez pas finalement la capacité des personnes à faire preuve de responsabilité individuelle? Alors je vais y répondre tout de suite, mais je voudrais quand même reprendre un point. Vous me dites, il y a des dérives, toutes les lois sont abusées. Oui, mais toutes les lois ne portent pas sur la vie et la mort. C'est vrai. Donc moi, qu'il y ait des abus, ça veut dire qu'il y a des personnes, et quel que soit leur nombre, c'est 150, c'est 10, c'est 2, il y a des personnes qui vont subir une euthanasie et qui ne le devraient pas. Donc c'est pas un feu rouge, c'est la vie ou la mort. On est d'accord. Ensuite, là où j'ai réagi aussi, c'est que je crois que vous négligez totalement la réalité charnelle, concrète de l'existence humaine. Vous avez une cinquantaine d'années. Il vous reste 25 ans avant l'échéance que vous êtes fixée. Moi, j'ai accompagné des personnes qui, en 10 jours, ont changé d'avis. Je trouve cet engagement malsain, et malsain même pour vous-même. Parce que, comme Jacqueline Jankel, qui l'a d'ailleurs dit, publiquement, vous prenez un engagement sur lequel vous pouvez être amené à vouloir revenir. Et en fait, vous le souhaitez pas, moi je vous le souhaite. Et ce que je trouve surtout, c'est que vous négligez totalement la suggestibilité des personnes, et notamment des personnes âgées. On est dans ce débat comme si on parlait du citoyen éclairé qui, sans aucune influence, sans aucun contexte social, prenait sereinement sa décision. Ça n'est pas ça, c'est des personnes âgées qui sont dans un contexte social où des personnes, je suis désolé de le reprendre, mais des personnes comme vous viennent sur tous les plateaux de télévision dire à partir de 75 ans, il faut commencer à penser à y aller. Non, et c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Vous nous dites que vous ne faites pas de prosélytisme, et ça fait un mois que vous développez l'idée que à 75 ans, vous voudrez partir. Sur LCI, qui était l'émission à laquelle j'ai le plus réagi, vous expliquez que Jacqueline Jankel était arrivée à cette période de la vie où il n'y a plus rien à construire. Pour elle, on parle de choix personnels. Moi, je n'engage personne à faire la même chose, évidemment. Vous l'aurez en croyant qu'en disant ça sur tous les plateaux de télévision, vous n'avez pas d'influence sur les gens. Vous avez évidemment une influence. On parle de personnes âgées qui souvent vont être isolées, vont être seules, sont éventuellement un peu malades, sont déjà dans une société qui ne les aime pas globalement, et auxquelles on dit effectivement à partir de 75 ans c'est un peu difficile. Mais bien sûr qu'il y a une influence. Et moi, là, il se trouve que je fréquente pas mal de personnes âgées. Quand on a parlé de ça, je peux vous dire que leur regard est un regard triste, de se dire, mais on est en train de me dire qu'effectivement, allez, à partir de cet âge-là, j'ai plus une contribution suffisante. C'est ce que vous comprenez. Alors peut-être me suis-je mal exprimé. Évidemment que la vieillesse peut être quelque chose de merveilleux. Il ne s'agit pas d'inciter les gens à partir à 75, 80, 85 ans. Chacun doit pouvoir décider. C'est tout. Rien de plus. Mais moi, ce que je veux, parce qu'on me dit toujours vous êtes contre l'euthanasie, mon propos et mon plaisir dans la vie, c'est pas d'être contre ce que veulent des gens. Mon propos, c'est de protéger les personnes vulnérables. Et les personnes que je rencontre, mais en soins palliatifs, je rencontre pas mal de personnes âgées, et quand je vois le tableau difficile, voire méprisant qu'on a de certaines d'entre elles, moi je passe des moments merveilleux avec des personnes qui sont pourtant âgées, et comme elles sont en soins palliatifs, pas forcément dans la meilleure des situations. Mais ces personnes, déjà, bien souvent, me disent qu'elles se sentent un poids pour la société, qu'elles se sentent un poids pour leurs enfants, que vous avez un nombre de femmes pas croyables qui ont ce sens du sacrifice en se disant « mes enfants ont leur vie, ils ont déjà assez de soucis comme ça, je les empêche, il a un travail, il n'a pas le temps de venir me voir ». Ces gens-là, ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on les soutienne dans leur droit à continuer leur vie. Tout à fait. Mais je ne dis pas autre chose. Il faut aider. Il faut développer toutes les structures. Mais je crois que vous ne réalisez pas ce que ça produit
sur ces personnes, ce genre de discours. Vous ne réalisez pas qu'en fait, on insiste sur leur pire angoisse, sur le fait qu'elles se sentent effectivement inutiles et un poids pour la société. On va laisser Thomas Misraki répondre s'il le souhaite. Non, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'on ne fait pas assez attention aux personnes âgées en France. On devrait faire plus, on devrait faire mieux. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, tout ce que je dis, moi, c'est que pour les personnes qui souffrent et qui n'ont aucune autre option que de mourir et que de mourir dans des souffrances atroces, il faut pouvoir leur laisser le choix de faire différemment. C'est tout. À 75 ans, peut-être en pleine forme, à 80, 85, 90, mon grand-père est mort à 95. C'était un homme plein de vie et c'est tant mieux. On a besoin de ces gens-là pour nous, pour l'histoire, pour se souvenir, pour comprendre, pour apprendre. Ils sont utiles à la société. Ce que je dis simplement, c'est que quand vous êtes atteint d'une maladie incurable et irréversible, on peut aujourd'hui, en France, épargner des mois, des années de souffrance. Si on peut le faire, faisons-le en protégeant ceux qui veulent bénéficier de ce type de loi, en protégeant leur entourage, en les préparant, en protégeant les soignants, ceux qui veulent y contribuer et ceux qui ne veulent pas y contribuer. C'est tout ce que je dis. Merci à tous les deux. Je crois que c'était un débat respectueux et éclairant sur une question difficile dont on va peut-être être amené à débattre dans les mois à venir. Ce sera la décision notamment du gouvernement. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. Merci, à bientôt.